Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Face à la succession d'attaques ces derniers mois au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta se dit ouvert au dialogue avec les groupes terroristes qui dominent depuis 2012 une vaste bande du Nord Mali. Le Forum des entreprises africaines tenu ce 11 février dans la capitale éthiopienne. Les opérateurs économiques plaident pour un renforcement du partenariat public-privé. Le lancement de la monnaie unique au pays de la CEDEAO continue de diviser. Le Nigeria exige un report de l'écho en raison des irrégularités dans les critères de convergence. Mais tout d'abord, cette information du Soudan où les autorités ont annoncé leur intention de remettre l'ancien président Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Un haut responsable soudanais a indiqué que le Soudan était d'accord pour procéder à l'extradition vers La Haye de celui qui est actuellement incarcéré à Khartoum depuis sa destitution depuis bientôt un an. Omar el-Béchir est recherché depuis 2009 par la CPI pour répondre à des accusations de génocide et de crimes de guerre durant la guerre au Darfour, un conflit meurtrier qui a éclaté en 2003. 300 000 personnes ont été tuées et on compte également des millions de déplacés depuis cette date. Le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, reconnaît pour la toute première fois l'existence de contacts avec des groupes terroristes qui sévissent dans la région du Sahel. Le président justifie cette ouverture au dialogue par la nécessité de trouver d'autres pistes de sortie de crise. Se pose désormais la question de savoir si une approche plus globale impliquant donc la solution négociée est encore possible au Mali. Ibayako. À la question « Faut-il dialoguer avec les djihadistes ?», le président malien Ibrahim Boubacar Keïta répond oui. Ce lundi 10 février, le chef de l'État a accordé un entretien à la presse en marge du 33e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, il est temps que certaines voies soient explorées, notamment un dialogue avec les deux chefs de groupes armés ciblés, Amadou Koufa et Yad Agrali. Nous avons au Mali tenté la gageure d'un dialogue national inclusif. Et parmi les recommandations, il y a cet aspect-là. Pourquoi pas essayer le contact avec ceux-là dont nous savons qu'ils tirent les ficelles de la situation au Mali. Le président malien qualifie la situation actuelle au Sahel de très préoccupante. Malgré le refus formel du gouvernement d'échanger avec les djihadistes, le rapport de 2019 de l'International Crisis Group encourage la tenue de pourparlers puisque les chances de vaincre totalement ces groupes armés sont encore minces. L'analyse de l'International Crisis Group fait écho également à une demande formulée en 2017 par Amadou Koufa, un chef djihadiste qui appelle à la discussion. Je crois que quelle que soit l'âpreté d'un combat, et je sais que je ne pense pas le meilleur de cela dont vous citer les noms, mais j'ai devoir aujourd'hui et mission à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Selon la mission de l'ONU dans le pays, le retour de l'armée malienne dans la ville, symbole de Kidal, contrôlée par d'anciens rebelles séparatistes touaregs, constituerait une étape déterminante dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'application de cet accord est considérée comme un facteur primordial d'une sortie de crise au Mali. Les institutions internationales continuent de pointer un secteur privé peu développé sur le continent africain en raison notamment d'une surreprésentation de l'État dans l'économie des pays exhortés à engager des réformes structurelles. La question était justement au cœur d'une rencontre organisée par la Commission économique pour l'Afrique ce mardi 11 février à Addis Abeba. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Éthiopie, Jacques Ambokar.
Des idées pour une Afrique prospère. Il est le leitmotiv des African Business Forum, un forum économique qui s'est tenu ce mardi 11 février 2020 à Addis Abeba, en Éthiopie, en marge du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Organisé par la Commission économique pour l'Afrique, les énergies renouvelables ont occupé une place de choix dans cette rencontre d'échange qui, par ailleurs, entend s'accorder sur des idées innovantes pour financer le développement durable sur le continent. Nous avons besoin de créer 30 millions d'emplois par an et nous ne pouvons pas y arriver sans énergie. Et nous devons aussi soutenir la vision de l'Union africaine de faire taire les armes. Si on a aussi des difficultés à faire taire les armes, c'est parce que nos jeunes n'ont pas de travail, alors que l'énergie peut générer les emplois. L'Afrique a grandement besoin des énergies pour développer son industrie. Faisant face au manque de moyens, le continent doit renforcer les partenariats publics-privés, un point de vue que soutient largement le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Actuellement, on a un projet en cours qui fournira 600 MW d'électricité. Mais au final, nous avons vraiment besoin que le secteur privé puisse y contribuer pour mener à bien ce projet. Nous faisons appel aux capitaux privés dans le secteur de l'énergie. L'industrie pharmaceutique africaine a fait aussi l'objet de discussions dans ces forums. Selon les analystes, la consommation des médicaments peut atteindre 66 milliards au cours de l'année 2020, ce qui nécessite de sérieux engagements en partenariat public-privé. Notons que ce forum est à la recherche des voies et moyens pour des partenariats nécessaires entre les secteurs privés et publics africains afin de mettre en œuvre les programmes de développement à l'horizon 2030 de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors que le lancement de l'ECO, la monnaie commune de la CEDEAO, est prévu cette année, le Nigeria demande un ajournement. Le pays qui s'est déjà exprimé sur cette monnaie, qui doit remplacer le franc CFA, dénonce les critères de convergence qui n'ont pas encore été atteints par la majeure partie des pays devant adopter la monnaie unique. Ange Bijounomenyo. Le Nigeria demande report du lancement de la monnaie unique. Pour le géant pétrolier, les critères de convergence ne sont pas encore réunis pour une adoption cette année. Les pays membres de l'UEMOA ont pourtant prévu de lancer l'ECO au cours de cette année 2020. À moins que effectivement les pays de l'UEMOA ne reviennent sur leur position, je crois que cela va être acté de fait. Bon, en tout cas, tout ce que nous avons entendu de la déclaration des présidents ivoiriens et français. Et s'il n'y a pas de remise en cause, il est bien probable que l'on arrive donc à cette situation où il y aura en fait une forme d'écho dans la zone UEMOA, une autre forme, en fait, sans écho, et de l'autre côté qu'on cherche d'abord à remplir les critères de convergence avant donc de venir dans le processus. Les pays membres de la CEDEAO avaient pourtant indiqué qu'ils souhaiteraient lancer l'ECO en 2020. Le président ivoirien Alassane Ouattara est donc venu confirmer ce souhait pour les pays membres de l'UEMOA. Du côté de la CEDEAO, la nouvelle n'a pas bien été accueillie. Il faut reconnaître quand même que ce qui avait été convenu entre les chefs d'État, c'est que l'on puisse, à la limite, respecter ces critères de convergence dans les deux zones. Et en tout état de cause, le fort sentiment qu'ils vont se positionner, ils vont maintenir cette posture. On aura peut-être un écho Afrique de l'Ouest, en fait un écho plutôt UEMOA, et sans que les autres parties n'y participent. Une bataille de leadership va certainement se jouer dans les prochains jours. Le Nigeria, qui est un poids lourd de la sous-région, a toujours montré ses réticences au principe de monnaie unique. Pour le géant pétrolier, l'union monétaire doit forcément passer par le respect des critères de convergence. Eskom, toujours en grande difficulté, la compagnie électrique sud-africaine qui n'arrive plus depuis des mois à faire face à la demande ne parvient pas non plus à régler son différend avec le régulateur de l'énergie concernant les hausses tarifaires. Ange Bijounomenyo. Le prix de l'électricité divise en Afrique du Sud. Pour sortir de la crise financière dans laquelle elle est plongée, Eskom, la compagnie électrique sud-africaine, a proposé une augmentation des prix de l'électricité. Sa proposition a été rejetée par le régulateur du pays, NERSA.
Après avoir mené une action judiciaire contre ce rejet, Eskom n'a toujours pas obtenu gain de cause. C'est normal que l'agence de régulation veille à la stabilité des prix, veille à la qualité du service qui est offert, veille à la stabilité des disponibilités du courant électrique en Afrique du Sud. Mais ce qui est très important à prendre en compte, c'est que le véritable régulateur, c'est l'État. Le régulateur avait autorisé Eskom à augmenter les prix de 8,1% en 2020 et de 5,2% en 2021. Ces tarifs sont bien inférieurs aux augmentations de 16,6% et 16,7% que la compagnie avait demandé. Les prix indiqués par l'agence de l'énergie électrique doivent être automatiquement analysés par l'État et avoir une vision neutre pour éviter à la fois d'énerver les consommateurs sud-africains, mais aussi de paralyser l'une des plus puissantes entreprises en Afrique du Sud. La demande introduite par Eskom entrait dans le cadre du plan de rééquilibrage des comptes de l'entreprise sur 5 ans et de celui de la détermination multiannuelle du tarif électrique. La compagnie nationale sud-africaine traverse une période de crise financière et ne vit que sous perfusion étatique. Au Burundi, les syndicats Vent debout dénoncent le gel des primes et indemnités. Ils exigent la levée de la mesure imposée depuis 2016, année qui marque donc la suspension de toutes les primes à l'endroit des bénéficiaires, à savoir la quasi-totalité des fonctionnaires. Corinne Kamsefem. Au Burundi, près de 4 ans après la mise en place du gel des annales, primes et indemnités conjoncturelles, 31 syndicats réclament désormais sa suppression. Une correspondance du 6 février 2020 et relative a été envoyée au deuxième vice-président de la République. Nous avons l'honneur de venir auprès de votre haute autorité demander la levée de la mesure de gel des annales, primes et indemnités conjoncturelles pour les travailleurs des secteurs publics, parapublics et d'économie mixte. Le gouvernement burundais avait justifié l'application de cette mesure par l'ajustement des disparités salariales, notamment au profit des enseignants. Toutefois, les autres corporations professionnelles ont toujours déploré le fait de n'avoir pas été associées aux négociations. En 2019, le président Nkurunziza promettait de lever le gel des annales et indemnités en juillet de la même année, une promesse sans suite. Chaque fois qu'il y a des spéculations électoralistes, ils font des promesses qui ne vont pas tenir. Le gouvernement a certainement dit que le dégel des annales et indemnités est à point nommé sans être convaincu des ressources financières pour y faire face. Parce que cela a une incidence budgétaire que je qualifierais de très importante. L'ordonnance qui décidait du gel des annales, primes et indemnités conjoncturelles fixait la fin de cette disposition au 31 décembre 2019. Pour les syndicalistes, même si la mesure de relever les salaires des fonctionnaires récemment décidée par le gouvernement est appréciable, leur demande pour la suspension du gel des avantages doit trouver au plus tôt une issue favorable. Les plateformes de commande et de livraison en ligne ont également le vent en poupe sur le continent africain et dans la course à la livraison de repas. Un concurrent vient s'ajouter à la liste. Il s'agit de N'Djamena Foods, lancé au Tchad, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Claude-Bessa. Faire la promotion des mets locaux à travers les nouvelles technologies, c'est l'ambition que vise la jeune start-up N'Djamena Foods. Cette chaîne de restauration qui propose la commande des repas en ligne avec une livraison rapide et gratuite est une initiative de Khadija Gombo, une jeune tchadienne passionnée de la cuisine. À travers son application mobile, la start-up donne la possibilité aux clients de composer directement leur menu en ligne. C'est le premier restaurant tchadien qui a une présence effective en ligne. Nos commandes se font directement en ligne par appel ou par message et les clients ont la possibilité de composer son propre menu et il a aussi cette possibilité-là de payer par la monnaie électronique. Et nous avons aussi un service de livraison qui est non seulement rapide mais aussi gratuit. Pour gagner la confiance des clients de plus en plus exigeants en matière d'hygiène, N'Djamena Fast Foods se fait contrôler régulièrement par le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires. La start-up compte ainsi améliorer les recettes des mets locaux pour les rendre nutritifs et équilibrés.
Parmi les particularités de N'Djamena Food et aussi la promotion de mets locaux, nous sommes l'un des seuls restaurants qui promouvoient le mets locaux à travers le cadre. Nous sommes l'un des rares restaurants qui sont contrôlés par Secogda. Nous respectons les normes hygiéniques, les normes internationales. Pour rappel, N'Djamena Fast Food a gagné 3 fois des prix d'excellence en entrepreneuriat au niveau national et international. Selon certains experts, le paiement des repas via la monnaie électronique proposé par la start-up contribue à l'inclusion financière prônée par les autorités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.